la nuit du 13 au 14, au 14 juin de cette année dont on a du mal à dire si c'est une bonne année ou une mauvaise année, ou une année sans qualité particulière, sans inconvénients particuliers, sans, j'allais dire, une année presque plus ou moins sans relief. Voilà donc pour parler de la confusion, on va dire la confusion c'est la malédiction du siècle. On pourrait se demander, est-ce que la confusion, est-ce une malédiction ou son contraire? Est-ce que l'on arrive à mieux cerner ou avancer dans le cernement, voire dans le discernement, pour ce qui est de savoir qui on est, de quoi on est composé, quelle est la nature de la relation que nous entretenons avec nos différents environnements. Qu'est-ce qui si j'ai bien du verbe mouvoir, est-ce que je l'ai bien conjugué? J'en sais rien. Je l'ai pas utilisé depuis longtemps, je l'ai pas entendu non plus. En tout cas, qu'est-ce qui fait que l'on choisisse une certaines options plutôt que d'autres? Donc j'ai une vie avec des options. Oui, plus d'options de ce style, moins d'options de ce style-là. Donc je ne peux pas avoir une vie sans options. Seulement, il est possible que je choisisse des options qui pourraient se révéler pas du tout satisfaisantes à la longue. Il est possible que je sois tenté par le clinquant, par je sais pas, la volonté de faire comme les autres, alors qu'en fait, j'ai des options dont je ne sais quoi faire. Alors quand on choisit des options, on fait un tri, on fait une sorte de, non pas d'arbitrage, mais on fait un tri. En quelque part, on ne peut pas choisir toutes les options, ou alors pour ce qui est de la vie, on ne peut pas. Donc on choisit un quantum d'options, et donc le reste le reste nous est plus accessible. Je choisis, mais certains choix se révèlent plus plus risqués, plus périlleux, plus porteurs de mauvaise fortune que d'autres. Les retournements de destin, les retournements de toutes sortes de choses, de convictions, les renversements. Et on n'est jamais à l'abri des renversements. Alors, il y a des gens pour qui la confusion, ce n'est pas de la confusion exactement, c'est pas au sens propre du terme, mais c'est de ne plus savoir fondamentalement se lier avec leur être matériel, leur être sensible. Ils voient les choses se passer devant eux, mais fondamentalement, ça leur reste assez extérieur. Bien sûr, ils manifestent comment dire, une forme de réactivité, mais ce n'est pas très profond. C'est extérieur, c'est épidermique, si l'on peut dire. Et ils se sont créés une forme de carapace, une forme de peau supplémentaire où, voilà, et on a beau taper, on a beau, on a beau lacérer même cette couche,
ben, on ne peut pas blesser la personne. Ça reste sans effet majeur sur l'intégrité structurelle de l'être. Si je puis parler ainsi, bien sûr, je me suis fait plaisir avec cette formule, évidemment. Donc la confusion, c'est de ne pas savoir ce que l'on doit faire dans certains contextes ou ne pas faire. Se taire, ne pas se taire, parler, ne pas parler, quoi dire, qu'est-ce qu'on doit réserver comme récit, comme narration, comme façon d'interagir par la parole et par la mise en et dans la proximité que nous créons avec les autres. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que j'interagisse de façon, j'allais dire, socialement acceptable avec l'autre? Que je puisse quand même obtenir quelque chose, mais qu'en fait, je crée une forme d'égalité. Je ne paye pas une chose trop chère, je la paye le prix qu'elle vaut. Donc, un moment avec une personne, ça vaut tant, donc je paye de ma personne, je paye, voilà, il y a une sorte d'égalité, voilà, une forme de don et contre-don assez, finalement, assez carré. Il n'y a pas d'un côté quelqu'un qui serait prodigue et puis d'un autre côté quelqu'un qui serait un peu plus près de ses mots, de ses expressions, de ses engagements. Et la confusion, elle est peut-être la chose qui marque le plus. Alors, les êtres qui sont dans la confusion, c'est peut-être les êtres, comme on pourrait dire, des êtres qui ont une vision plus aiguë, plus affûtée. Quelquefois, le fait d'avoir des sens très développés n'est pas toujours peut-être un handicap, parce que on pourrait à ce moment-là être au courant de plein de choses dont on n'aurait pas besoin. Donc voilà, il m'arrive des choses, j'entends des bruits, et ces bruits sont plutôt des bruits dérangeants, des bruits parasites. Donc j'entends les bruits parasites venant de très loin, ça ne m'intéresse pas. Je vois des choses chez les autres, j'ai une capacité de déchiffrer le regard des autres, l'âme des autres, mais ce que je vois, ce que je recueille, c'est quelque chose dont je n'ai pas besoin. Quelque chose qui n'est pas fondamentalement intéressant. Et donc, dans ce sens-là, l'ignorance vaut mieux que la connaissance. Je préfère être ignorant par rapport à certaines choses plutôt que d'avoir accès à une forme de connaissance qui va se révéler préjudiciable. Oui, comme qui dirait, je préfère continuer d'avancer, d'avoir confiance plutôt que d'être dans la défiance. Je fais confiance aux autres. Alors qu'en fait, en ce qui me concerne, moi, donc la confiance n'est plus une question, justement. Il y a des formes de détermination qui deviennent inutiles, n'ont plus de rôle à jouer. Confiance, ça veut dire quoi? La confiance. Le stade de cette question n'est plus d'actualité. C'est fini. On fait confiance, quelque part on a confiance dans un instant. Une chose comme ça aussi peu substantielle, aussi peu qu'un instant, que n'importe quelle chose peut venir interrompre, faire éclater. C'est une bulle. Et chaque bulle finit par... voilà. Il y a donc... la confusion, c'est dans le domaine des mots, dans le domaine des vérités, dans le domaine des approches. C'est l'incapacité
à avancer une approche, une vision, une didactique, une façon de faire, voire une philosophie, voire un ensemble d'a priori, voire un système de valeurs, voire une idéologie, voire une conviction, voire un dogme. C'est quelque part quand on n'a pas de dogme et on cherche, on court derrière le dogme, mais on ne trouve pas celui qui nous convient. On ne veut pas être dogmatique pour pas grand-chose. On veut être dogmatique, et là, encore une fois, je veux adhérer, mais à condition que ça me convienne. Donc il ne s'agit pas d'être dans une tradition, dans une filiation, il s'agit de, oui, d'interroger. Voilà. Bah, moi tout seul, une personne peut décider qu'elle pourrait s'affranchir d'une tradition, elle pourrait contester une tradition, elle pourrait dire, ben voilà, je suis pas d'accord, je ne me retrouve pas. Mais qu'est-ce qu'il te faut, sire? Qu'est-ce qu'il te faut pour te faire plaisir? Évidemment, c'est une position un peu hautaine que de se déclarer tous à soi, tout seul à soi-même, je veux dire je suis capable de venir à bout d'un dogme millénaire, bimillénaire. Je suis qui, moi? Alors la contribution de dizaines, de centaines de générations, ben moi, je lui préfère mon approche à moi. Évidemment, il y a là une chose qui n'est pas très, très, très acceptable. On ne peut pas comparer. Je suis pas favorisé, moi. Je suis pas outillé. Donc si des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de générations ont trouvé que le système de valeurs auquel comment dire, leur postérité finalement adhère, eh ben, c'est que ce système a de la valeur. Par définition, c'est un système qui résiste au temps, qui résiste à l'usure, justement, du temps, à l'usure des volontés, et à l'examen, au test, pratique et autres. Oui, combien de gens avant moi ont déclaré une forme de... ont pratiqué la distanciation, ont déclaré une forme d'incroyance ou une autre. Moi, je peux déclarer une incroyance totale, quoique eux, peut-être, ont déclaré qu'ils étaient un peu dans le doute et qu'ils avaient besoin d'être confirmés, d'être dans leur foi. Voilà, la foi résiste, peu importe cette foi, qu'elle puisse être, elle résiste au temps. Voilà, et moi là, je dois m'avouer vaincu. Je déclare que cette foi, finalement, elle est digne d'être suivie. Voilà, donc la confusion, c'est de se tromper de dimension. C'est de prendre soi-même pour une centralité. Alors qu'en fait, il n'y a aucune chance pour que cela soit. À la rigueur, on peut constituer un nœud comme un nœud ferroviaire, être un peu au milieu, mais on est là au milieu comme un être qui observe, mais qui ne décide pas des trajets, des directions. Il ne décide pas, c'est décidé ailleurs. Il est là. Bien sûr, il peut avoir même un rôle d'aiguilleur, mais ce n'est qu'un employé, ce n'est qu'un fonctionnaire soumis à qui doit exécuter une fonction. Ouais, je suis fonctionnaire de quelque chose, donc quelque part j'agis en fonction des consignes, en fonction
de la formation que j'ai, en fonction des compétences que j'ai, en fonction des tâches qui me sont dévolues. Voilà, je ne peux pas sortir de ce rôle. Alors, je ne sais pas ce que je suis en train de raconter, la confusion. Bien sûr, il est facile de dire à chaque fois que l'on commence un peu à divaguer, de dire, ah, tiens, c'est encore une preuve d'une forme de confusion, une confusion foncière, confusion inhérente à l'être, quel qu'il soit. Un être né avec une question, une première et déterminante question. Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Ça me semble, il y a comme un univers qui m'est étranger. Alors, on quitte un univers pour un autre. Et on ne sait pas si on est gagnant dans ce changement. Quitte un univers pour un autre univers. Et au départ, je n'ai aucun moyen d'apprécier le nouvel univers. Je ne peux qu'être très prudent, très méfiant, voire je peux être aussi, comment dire, horrifié, totalement désorienté, et puis même en colère. En colère contre ceux qui m'ont forcé de venir résider dans cet univers. Je n'ai pas choisi, pas une chose que j'ai décidée. Voilà, la confusion, elle pourrait être comme une seconde nature. N'importe quel récit comporte des lignes ou des fragments qui peuvent s'intégrer ou qui peuvent être les ferments d'une forme de contestation, une forme de questionnement. Oui, nous ne naissons pas avec l'esprit, comment dire, un esprit acquis à une tradition. Nous allons peu à peu finalement être endoctrinés, mais être forcés à suivre une ligne. Au bout d'un moment, c'est comme un voyage sans retour. On a trop avancé, on ne peut pas refaire le chemin à l'envers. Donc on va continuer malgré nos doutes, malgré nos réticences, malgré nos intuitions, comment dire, nos intuitions qui nous déconseillent, qui nous incitent au moins à nous arrêter, à faire une pause. Mais est-ce qu'on a le droit de faire des pauses? Pas une pause pipi, c'est une pause autre. Quoique, une pause biologiquement nécessaire, ou physiologiquement, ou émotionnellement, quoi qu'il en soit, mais nécessaire à la sauvegarde de l'être. Voilà donc la confusion. La confusion. C'est d'être là aussi, en cet instant, en train de parler. Évidemment, la confusion, c'est que, quoi que vous puissiez dire, vous n'êtes pas du tout audible. Et même le matériel vous fait défaut. Vous avez un microphone qui n'enregistre pas bien. Vous êtes quand même dans une situation, techniquement parlant, assez peu, comment on dit, acceptable. Le travail sur la voix, le travail sur comment dire, sur les tessitures, sur les registres de la voix, ce travail est perdu parce que
la transmission, l'enregistrement de la voix ne se fait pas de façon fidèle. Donc là, je ne peux pas parler fort parce que il est tard, mais autrement, et quelquefois, en parlant fort, c'est encore pire. Donc là, c'est devenu, enfin, c'est arrivé, c'était totalement inaudible. Et la confusion, c'est quand même paradoxal, et on n'est jamais à un paradoxe près. On vit entouré de paradoxes. Nous produisons force, paradoxe. Quelquefois, c'est paradoxe, contradiction, des choses qu'on ne pouvons pas assumer totalement, des choses que nous n'arrivons pas à unifier ou à réunifier, à harmoniser. Oui, la chose, comment ça s'appelle, cette histoire. Mais la situation, elle offre quand même quelques intérêts. Le paradoxe, c'est une chose qu'on a acquise. C'est pas une chose qu'on a eue comme ça au tout début de la vie, au moment où on a commencé à apprendre. Il a fallu acquérir ce savoir, de faire naître des paradoxes, de faire jaillir des paradoxes, comme il a fallu du temps pour apprendre un peu à parler des états confusionnels ou des états confusionnants. Oui, les états qui entraînent la confusion, qui aggravent la confusion. Alors, il ne s'agit pas d'une confusion mentale au sens psychiatrique du terme, ou psychanalytique même. Il s'agit d'une forme de confusion en relation avec les options offertes. Rien n'est convaincant. En fin de compte, rien n'est convaincant. Aucun système n'est convaincant, puisque chaque système admet et entérine le fait que nous soyons faibles, que nous ne soyons pas maîtres de nous-mêmes. Et chaque système, finalement, confirme ou réaffirme l'idée que nous sommes les jouets de quelque chose, d'un deus machina ou de quelque chose. On n'est pas libre de décider de ce qui pourrait nous arranger ou pas. Même si nous passons notre temps à estimer nos actes selon un système de valeurs que nous aurions ou que nous avons plus ou moins élaboré de façon autonome. Voilà. Et dans cette relation au mot, il est possible, il est toujours très intéressant de tendre l'oreille et de s'entendre faire appel à des mots, ou entendre des mots sortir sans savoir pourquoi. Autonomie. Autonomie, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Le mot autonomie. J'ai pas entendu parler d'autonomie quelque part, revendication autonomiste, je sais pas, en Kanaki, je sais pas, en Kabylie, comme ça, j'ai pas entendu. Et pourtant, le mot peut-être autonome viendrait peut-être en indirecte filiation avec peut-être la lecture d'un article sur une scission dans les rangs du NPA. Mais les autonomes et les NPA, dans cet article, il n'y avait pas mention de l'autonomie ou des autonomes. En tout cas, on peut essayer de trouver comment un mot plus particulier vient à s'agréger à d'autres mots. Alors qu'en fait, je sais pas, il est sorti d'où ce mot autonome? Il vient d'où? Je sais pas. On ne sait pas.
Voilà, quelque part, une petite, presque, un petit, non pas un petit plaisir, mais un petit, quelque chose qui nous fait plaisir. Alors, je n'ai pas trouvé le terme exact, musical exact pour parler de ça, mais un divertissement, une sorte de divertissement bienvenu. Ça, comme ça, une sorte d'auto-regard ou d'auto-écoute. On se dit, tiens, ben, mon centre du langage me réserve quelques surprises, voilà, dont il a le secret. Et comme on dit, évidemment, quand on commence une expression, on est obligé de la finir en général. Simplement, la langue. La langue, la langue, la langue. Comment avoir la langue déliée? Comment avoir la langue qui vient, qui bouge de façon, ça veut dire, légère, euh, euh, comment dire, sans forcer. Voilà, les mots viennent comme des, je sais pas, ça coule sans effort. Ce n'est pas toujours vrai, évidemment, mais la confusion. Qu'est-ce que tu fais de la confusion? Qu'est-ce que je pourrais en faire de la confusion? Bien entendu, il y a des développements très scolaires tournant autour de la confusion. La confusion quand il s'agit quand il s'agit des systèmes, je ne sais pas, éducatifs, systèmes sociaux, redistribution des richesses, quand il s'agit de savoir comment sélectionner les gouvernants, plus de ceci, ceci et moins de cela, comment finalement s'occuper d'un domaine en particulier, les finances, etc. Par exemple, le budget, les priorités, etc. Il y a une confusion, peut-être il y a aussi des luttes d'intérêts, voilà, des problèmes d'arbitrage. Et donc là aussi, je convoque un terme très politique, les arbitrages budgétaires, un terme évidemment assez ancien que j'ai connu il y a quelque temps. Simplement, on est là, on n'est pas dans la confusion. On est dans une forme de... comme si on visitait quelque chose. On visite sa propre galerie de mots. Et on est là, la confusion n'est qu'un prétexte. En fait, on va voir, on va soumettre quelque part des thèmes changeants. Une salle d'exposition, mais qui n'est pas fixe. Donc il y a des expositions qui bougent tout le temps. Ça tourne très vite. Donc il peut y avoir une exposition le matin, une autre quelques heures après. Il n'y a aucun problème. Donc on est là dans une... Et on essaie de suivre. Parce que des fois ça va très vite. Donc on essaie de rien rater. Mais voilà. Donc on est maintenu un peu sous pression. Bien entendu, donc, le prétexte, c'est le thème. Voilà, telle exposition, ça va tourner autour de tel thème, de tel sujet. Et une autre, ça va être autre chose. Et on va voir la différence qu'il va y avoir. Est-ce qu'il y aura des passerelles? Est-ce qu'il y aura quelque chose qu'on va retrouver dans les deux expositions différentes, par exemple, au niveau thématique, ou est-ce qu'il y a des universaux, il y a des communications, peu importe la voie qu'on choisit, on parle tous plus ou moins de la même chose, on cherche tous la même chose, on se questionne autour de la même chose, etc. etc. Donc fondamentalement, il y a une chose que l'on constate quand on se met à parler, c'est qu'il y a un autre soi qui est là, qui nous accompagne, ou que nous accompagnons. Et cet autre soi, voilà, il est là et on l'observe agir, ou on l'observe aller venir,
voilà, sortir tel mot plutôt qu'un autre, et voilà. Donc la confusion, c'est ça, la confusion. C'est qu'on regarde dans le fond des âges, dans les... On regarde s'il y a quelque chose qui pourrait nous servir. Tiens, qu'est-ce que m'ont légué les anciens? Oh, c'est pas en termes de richesse matérielle, c'est en termes de richesse symbolique. Moi, j'ai hérité, tout à l'heure, je voulais en parler, donc j'ai hérité de quelque chose. Mon père égorgé des huppes, des huppes ou des huppettes, je sais pas comment on dit, la huppe, alors que normalement, en arabe, ça fait houd, et donc c'est une forme d'onomatopée. Et la huppe, bah évidemment, moi je ne retrouve pas l'onomatopée dans le nom en français, la huppe. Et en arabe, c'est masculin, tandis qu'en français, c'est féminisé. Et moi, je trouve que c'est un être qui fait plus masculin que féminin. C'est comme ça que je le vois. Mon père ne me laissait pas le choix, ce n'est pas grave, c'est son rôle. Et voilà, et donc je devais boire le sang de la huppe. J'étais un peu choqué, évidemment, au début. Ça s'est fait, je sais pas, 2, 3 fois, 4 fois maximum. Mais j'avais droit à cela. J'étais privilégié, donc on m'a pas expliqué pourquoi. Après, tout seul, sans chercher, sans chercher, en dehors de moi-même. Donc j'ai, évidemment, la huppe, c'est elle qui a porté le message de Salomon à la reine de Saba, ou l'inverse, je ne sais plus, mais en tout cas c'est elle. Moi j'ai pas le don, j'ai pas le don de mémorisation de la huppe, et donc, et pour me faciliter la, la, la mémorisation du livre sacré, donc le pouvoir de la qui a la huppe, enfin le rôle qui a été le sien, lui a donné un pouvoir. Et finalement, symboliquement, c'était pour aider à mieux mémoriser. Et c'est une intention extraordinairement louable. Et là, j'entre de plein pied dans une tradition. Imaginons de Salomon, jusqu'à moi, je ne sais pas combien de millénaires après, ça a pris. Extraordinaire. Bien sûr, dans le contexte et dans actuellement, ça serait considéré comme quelque chose d'extraordinairement insupportable. Mais non, non, ce n'est pas insupportable. Et je ne dis pas qu'il faut revenir au sacrifice. Quoique, pourquoi pas. Et il ne faut pas condamner, évidemment, avoir des condamnations de principe. Et c'est la chose dans laquelle se jettent énormément de choses, et de gens, et moi aussi, évidemment, à mon époque, j'ai fait dans la condamnation, c'est-à-dire comme ça, sans démesurer, sans prendre aucune précaution. Bah, aujourd'hui, évidemment, c'est le moment où l'on refait un peu le bilan et que l'on donne de nouvelles estimations à nos actes. Cet acte était fondamentalement inutile, improductif. Et cet autre acte qu'on a dédaigné, cette chose qu'on a dédaignée, c'était la chose la plus intéressante au point de vue de la temporalité. C'est une chose qui aurait pu me procurer beaucoup de choses avec le temps. Il y a des choses qui se bonifient avec le temps. Et des choses comme ça qui sont sans goût, comme ça au départ, et après elles acquièrent toute une variété de goûts et s'enrichissent
de goût et pas de texture, mais il y a une richesse au niveau de l'expression gustative, l'expression sensorielle avec le temps. Donc, il y a des gens, évidemment, dans un autre ordre d'idée, quelque part, il y a des gens qui aiment les choses rances. Le beurre rance, très rance, mais l'huile d'olive aussi rance. L'huile d'olive rance, si vous n'y êtes pas habitué, ben fondamentalement, comme des gens qui boivent le lait de chèvre, c'est extraordinairement difficile. Et le beurre rance, ça peut être impossible à apprécier par quelqu'un qui n'a pas l'habitude dans sa formation gustative de le côtoyer. Mais pour ce qui est de l'huile, et donc quelque part, il faut attendre que les choses se dégradent pour qu'elles changent d'identité gustative et puis même odorante. Il y a un phénomène aussi au niveau de la senteur que ça dégage. C'est fort et c'est ça son intérêt, c'est sa force et son aigreur et ses autres composés volatiles, comme on les appelle. Bien sûr, à confusion, qu'est-ce que vous avez devant vous? Vous avez un être qu'on ne peut pas déterminer, qu'on ne peut pas juger comme ça, de façon simple. Alors que la simplicité, c'est quelque chose de très appréciable, qui a beaucoup de valeur. Et justement, malheureusement, non. Il faut introduire le principe ou l'élément complexité, de la complexité. Il faut essayer d'analyser avec le logiciel complexité. C'est complexe. Cet être est complexe. Et horriblement complexe. Ou alors, il se cache derrière une façade de complexité. Bien entendu. Et là, tu vois, tu finis par faire tomber la carapace. Oui, on se cache. D'ailleurs, tout cela, c'est un jeu, évidemment. C'est un jeu sur une prétendue place. Cette rivalité entre les mâles autour du savoir, autour de celui qui sait le plus, qui sait le mieux, celui qui sait mieux déchiffrer, mieux résoudre, mieux proposer, mieux inventer. C'est une préoccupation grandement masculine, grande malitude. D'ailleurs, tellement pas intéressant que finalement c'est pas très productif parce que ça fait qu'on se focalise sur des choses totalement superficielles. Alors là, vous pourriez me dire, mais c'est quoi le superficiel et c'est quoi son contraire, le profond, le vrai, celui qui n'est pas contestable. Superficiel, c'est ce qui est au-dessus, ce qui est finalement presque pas utile, c'est superficiel, donc on peut s'en passer. Mais justement, on a une forme de superficialité dont on se revêt, dont on fait une sorte d'écran. Voilà, ça devient un écran. Et puis ça devient une ère de bataille. Le tournoi des chevaliers, le tournoi du Moyen-Âge, ça devient notre tournoi à nous. Toi, tu m'envoies, voilà, toi, tu as appris, toi, tu as du meilleur
meilleures armes, voilà, et moi, meilleure monture, etc. Et moi, voilà. Et on doit quand même compétitionner. Donc, mais dès le départ, je suis perdant. Il n'y a jamais d'égalité parfaite. Il y a toujours quelqu'un qui a plus d'atouts que son adversaire, aucun autre. C'est logique. Donc, par rapport à puis l'élément du hasard, l'aléatoire qui va faire en sorte que ça va favoriser une personne ou une autre. Fraction de seconde, ça peut décider du sort d'un combattant, la vie ou la mort, ou finalement la disgrâce et le déshonneur. Et quelque part, comme quelqu'un qui cherche un secret ou un trésor caché, beau chercher, beau fouiller dans toutes les bibliothèques. Alors évidemment, il fait l'Espagne, il fait le Royaume-Uni, il fait peut-être la bibliothèque du Congrès, il fait tout parce qu'il cherche des traces d'un corsaire, d'un pirate, quoi, d'un méchant et sanguinaire pirate. On appelle ça corsaire, mais c'est un pirate. Et donc quelque part, il cherche parce que, je sais pas, il s'est pris de passion pour une légende et quelque part, il a envie d'aller déterrer le trésor d'un pirate. Il cherche. Et on cherche toujours le trésor que quelqu'un d'autre aura constitué. Alors la recherche, ça nous maintient en haleine, ça nous motive, ça nous fait faire des choses, ça nous fait nous déplacer, ça nous fait entrer en contact avec d'autres. Ce qui est intéressant, c'est peut-être la démarche, mais pas finalement la trouvaille. La trouvaille, c'est à la fin, on a trouvé, on est content, mais c'est la fin. C'est la fin de l'aventure. Ce qui nous intéresserait plus, c'est que l'aventure ne s'arrête jamais. Voilà un peu dans la confusion, une démonstration, encore une fois, très, très immédiate de ce qu'est la confusion. Et en plus, quand on parle, alors qu'en fait, on a des bouchons dans les oreilles, difficile de se concentrer, mais difficile. Donc, confusion. Les anciens, si l'on peut parler ainsi, si on peut parler de gens comme ça, les anciens ont laissé beaucoup de choses, des trésors, des conseils, comment faire dans certains cas, comment éviter les ennuis, comment éviter des travers de fortune, comment éviter de se retrouver sans rien, de se retrouver isolé, sans amis, ou alors sans fortune, ou alors sans... j'en sais rien, comment finalement se prémunir contre toutes les adversités possibles et justement apprendre, ou plutôt appliquer la consigne, pas de confiance. Il ne faut pas avoir confiance dans l'être humain, parce qu'il est versatile, parce qu'il est changeant, parce qu'il est variant, parce qu'il est variable, parce qu'il est caméléon, parce qu'il est, comment on appelle ça dans la science-fiction, parce qu'il est, il n'est pas caméléon, mais il y a un autre terme, polymorphe. Voilà. Parce que l'être humain est polymorphe, et plus encore. Donc vous tombez sur quelqu'un, et puis même, il y a des gens qui vous font basculer dans un sens. En fait, ils le font sans s'en rendre compte. Et ils volent sur des voies sans issue, alors qu'en fait, ils l'ont pas fait exprès. Simplement,
eux, ils vous offrent ce qu'ils ont. C'est ça la vision qu'ils ont. C'est ça l'avenir qui va être le leur. Ils ne peuvent... C'est la voie qui va être... et quelque part, ils vous offrent de les accompagner. Ou alors de faire comme eux. Mais finalement, on croit qu'eux, ils vont être piégés. Mais non. Eux, parce qu'ils ont sacrifié la gloire à quelque chose de plus simple. De plus simple. Qu'est-ce qui est le plus simple? Dans une société, dans un monde où il est difficile de déterminer jusqu'à quel point nous sommes contents, nous pourrions être, comment on pourrait être satisfait de ce qui est notre condition. Qu'est-ce que des gens qui passent leur temps à demander un crédit à l'épicier. C'est vrai, comparé à moi, ils ont une fonction, ils ont une famille, mais ils sont toujours un peu sur le point de basculer dans la une forme de... Ils sont dans la précarité, même s'ils sont fonctionnaires. Donc, on a un salaire qui n'est pas suffisant. Donc, on est là toujours dans des préoccupations bassement, entre guillemets, bassement matérielles. Il faut toujours, comment dire, un peu quémander auprès de l'épicier, faire en sorte d'apitoyer. Voilà, on n'est pas... C'est quoi comme vie? Bien sûr, il y a des à côté très intéressants, très satisfaisants, mais il y a une précarité. Et vous n'avez pas les moyens de changer le système qui pérennise cette précarité. Vous n'avez pas les moyens. Vous êtes plutôt pour une forme de stabilité plutôt qu'une révolution. Parce que la stabilité, vous savez où elle vous conduit, mais la révolution, mais le chaos, mais vous ne savez pas. Donc vous préférez vivre dans cette situation, plutôt que d'aller vers l'inconnu. Voilà donc la confusion. Donc j'essaie de tenir pour arriver à 1 heure la confusion. Oui, on imagine, on peut demander à quelqu'un qui a appris finalement à respecter les anciens, alors vouer un culte, et il se retrouve évangélique. Comment continuer finalement à suivre la voie des anciens et en même temps à participer à la nouvelle religion? Donc il y a un conflit de loyauté, il y a une forme de double loyauté en tout cas. On ne peut pas appartenir à deux univers symboliques qui sont fondamentalement opposés. Bien sûr, on peut essayer de favoriser une forme de syncrétisme, mais c'est ça. J'imagine, et cela est uniquement de l'ordre de l'imagination, et non pas de l'imaginaire, l'imagination, la faculté d'imaginer, et on ne va pas dire la faculté d'imaginer. Il n'existe pas. L'imaginaire, c'est l'ensemble des représentations. Et l'imagination, c'est la faculté mentale que nous avons d'imaginer des choses, et puis même de supposer des choses, d'inventer des choses, d'entrevoir des choses, l'imagination. Donc, qu'est-ce qui nourrit l'imagination? Des fois, elle est nourrie par des mythes ancestraux, il est nourri millénaires, quoi, et quelquefois, il est nourri par des choses assez
assez proche, l'imagination. L'imaginaire, c'est autre chose. Et donc, oui, fondamentalement, est-ce que l'on doit respecter, rester dans la tradition, tout sauf la tradition, parce que c'est le moyen de s'ancrer à son territoire, à sa terre, et de toujours se lier à son passé, à ses prédécesseurs, à ses ancêtres. S'occuper, veiller sur ses ancêtres, c'est en partie veiller sur soi-même, quand nous-mêmes, nous allons devenir des ancêtres. On aimerait que, quelque part, le soin porté, le culte porté aux ancêtres, soit poursuivi. Parce que c'est un ferment, c'est un moyen de garder l'unité du groupe, de maintenir la cohésion d'un groupe. Évidemment, on n'échappe pas aux rivalités, évidemment, les ancêtres, ils ne sont pas communs à tout le monde, chaque groupe a ses ancêtres, nous oublions toujours, quelque part, dans une forme de mythologie un peu universaliste, que nous avons plus ou moins les mêmes ancêtres. Évidemment, on est dans un ancêtre adamique, un peu laïcisé, mais quelque part, le premier homme, le premier poisson, le premier vertébré, le premier ceci, le premier être unicellulaire, puis pluricellulaire, puis ceci, cela. On est tous quelque part, mais nous avons tous les mêmes, nous participons tous du même lignage. Mais c'est ça, nous sommes malheureusement dotés d'une forme de, comment on appelle ça, cette idée d'égoïsme un peu naturel. Nous avons cet égoïsme qui fait que nous préférons les choses, nous préférons plutôt avoir les choses pour nous-mêmes que de les partager avec d'autres. Ou alors, il faut créer les conditions de l'échange extraordinairement bien, comment dire, bien codifiées, etc. Mais sinon, voilà, on arrive à des crises dans ce système d'échange et ce sont les guerres, de plus en plus évidemment destructrices, de plus en plus impactantes pour un maximum de gens. C'est comment finalement toujours cette histoire, et donc la fidélité à l'ancêtre, et là aussi c'est quelque chose qui maintient la division. Le groupe, il n'y a pas de groupe originel. Il n'y a pas de groupe qui a accès à la vérité, avec un grand V, et puis les autres, ils suivent les vérités toutes avec un V minuscule. Il n'y a pas de vérité. Donc c'est pas la peine de se cacher derrière des mots pour imposer un système pour contraindre des gens à suivre une voie. Il n'y a pas de vérité. La recherche d'une vérité n'a pas d'intérêt. Et oui, il y a à s'accommoder. Quelle est la meilleure façon que nous pourrions mettre en place pour nous garantir un maximum de sécurité, un maximum de bien-être, etc. Et la vérité, c'est que tout est encore à faire. La vérité, peut-être, pourrions voir un petit... Oui, nous pourrions jeter un coup d'œil, un peu, mais très vite, rapide, le coup d'œil, pour voir ce qu'il y a derrière la palissade. Oui, nous sommes enfermés
nous sommes maintenus à l'extérieur. Ou alors nous sommes dans une forme d'enclos et nous ne pouvons pas en sortir. Alors on va profiter des petites fissures pour essayer de regarder ce qu'il y a au dehors. Nous sommes enfermés à l'intérieur de nous-mêmes, comme nous sommes enfermés à l'intérieur de structures sociales plus grandes, mais qui nous enferment. Mais nous n'arrivons pas à briser ces murs et ces palissades. D'ailleurs, nous pourrions même les renforcer quand nous les voyons un peu commencer à affaiblir. Nous pourrions. Oui, on s'est habitué à vivre comme ça, enfermé. Et le dehors nous fait peur. Alors le dehors, c'est pas de vérité, pas de certitude. Tout est encore à faire, tout est en jachère. Voilà. Il n'y a pas de paradis, pas d'enfer, il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a rien. Ou alors, il y aura la vie que l'on pourra mettre, à l'œuvre, qu'on pourra mettre en place. Oui, il y a quelque chose. Ou même s'il n'y a rien. Pourquoi nous devrions avoir peur de cette hypothèse qu'il puisse y avoir rien? Mais rien, c'est rien. Rien, c'est pas grave qu'il y ait rien. C'est vrai, je pense à toi. Toi, t'es mort. Mais je pense à toi, mais pas souvent. Sincèrement, pas beaucoup, pas suffisamment, très peu de temps. Je pense à toi, mais c'est très rare. Et puis, pas toujours pour te regretter. Mais c'est une manière comme une autre de te maintenir en vie. Plus tu es présent, si tu restes présent dans mes souvenirs, quelque part, pour moi en tout cas, t'es pas mort. D'ailleurs, j'arrive même pas à te représenter mort. C'est vrai, ça fait un moment que je t'ai pas fait venir, qu'on s'est pas assis côte à côte, ça fait un moment qu'on s'est pas parlé. Oui, ça fait des années. Est-ce que je t'ai oublié? Oui, non. C'est la seule chose dont je suis sûr. C'est que quelque part, la vie après la mort, c'est, voilà, la capacité qu'ont les vivants à garder trace, à veiller sur nous, sur nos souvenirs, sur nous, les impressions qu'on leur a laissées. C'est vrai que tu m'as pas laissé de testament, tu m'as rien légué, tu m'as pas laissé de consignes. Alors je fais comme je peux, mais je sais pas. J'ai du mal parce que la personne que tu étais devenue, je l'ai pas connue. Et j'ai peur de ne pas pouvoir l'aimer. J'ai peur que tu aies beaucoup changé. Alors je dois aimer qui? Je dois penser à qui? À la personne que tu étais il y a très longtemps et que j'avais trouvé très agréable, très qui me plaisait. Mais la personne que tu es devenue après, on me dira, voilà, c'est toi, mais c'est toujours toi, mais ce toi-là, je l'aime pas. Alors je pense à toi, je te regrette, mais avec quelques précautions, avec quelques réserves. Est-ce que si je devais plaider ton cas, est-ce que je dirais oui, tu as droit au salut, tu as droit au paradis? Je n'en sais rien. Je suis même pas sûr que je puisse te recommander pour le paradis. Je dirais oui, il faudrait une petite période de mise à l'épreuve, comme on appelle ça déjà, à cette période d'entre-deux que j'ai oublié. Quel paradis oui, je l'ai oublié. Oui, il te faut une période un peu entre petit moment. J'ai oublié le terme.
c'est pas du tout grave. Le, alors, comment ça s'appelle? Mais pourtant, c'est un terme très, très facile. Mais voilà, ma mémoire me fait défaut, évidemment. Et voilà, je suis privé de cette option qui est pourtant assez, assez fondamentale. Le, est-ce que ça commence par un C, par un P? En tout cas, la confusion, voilà, donc on fait un peu, bon, voilà, on ramasse des brindilles, des choses un peu tombées ici ou là, échues ici ou là, ou là. Donc, euh, et on essaie, on va composer un foyer, on va faire un feu, on va allumer un feu avec tout ce qu'on a ramassé. Chaque brindille viendra d'un arbre différent. Une brindille qui était tombée il y a 2 ans, l'autre un peu plus longtemps. Donc des bois d'âge différents, puis de, comme, issus d'essences différents. On va faire un seul bois, un seul feu. Ça va pas se voir. On verra pas, tiens, cette essence donne des flammes de ce type, etc. Non. Ce qui est essentiel, c'est le feu. Un feu, évidemment, un feu, évidemment, pas pour se réchauffer, mais pour un feu rédempteur quelque part. Un feu salvateur. Oui, la vérité, les brindilles, les choses qui tombent, les chutes. Oui, le, c'est bien masculin comme terme. Le, non, c'est pas la peine. Entre l'enfer et le paradis, il y a donc la vérité, elle est composée de plein de choses. Donc euh, des fragments. Est-ce que beaucoup de fragments peuvent comment dire, s'harmoniser, pour constituer finalement se mélanger pour constituer quelque chose de, de structurellement viable et qui puisse être utile, forme d'outil pour, pour trancher entre les vérités, entre les certitudes, entre les approches, entre les visions, entre les doctrines, etc. Le, oui, évidemment, tout est là. Le, oui, mon ex-ami, si je puis dire, il va séjourner, il risque de séjourner longtemps dans, dans quelque part. Donc j'ai fini la confusion, c'est fini autour de la confusion. Je n'ai pas, c'est euh, c'est toujours comme ça. Il n'est pas possible de rester focalisé sur une, un motif. On tourne, on passe d'un motif à un autre, et ce n'est pas grave. Finalement, tout cela est fait pour donner un aperçu de ce que peut être une confusion à un moment donné, ou alors quelquefois on n'est pas du tout dans la confusion, mais on essaie juste d'en parler de façon abstraite. Je ne me sens pas confus, simplement il faut que j'articule des mots. Alors, c'est quoi cette phase? Le paradis et l'enfer, et
Il est entre deux. Oui. Bon, voilà, donc à vous de travailler sur sur la confusion. Évidemment, c'est une chose qui existe de tous âges, la confusion, comment finalement échapper au torrent émotionnel, au torrent, j'allais dire, hormonaux, comment vaincre un peu ces, ces inclinations un peu contradictoires, ces tentations, euh, ces démons tentateurs. Voilà. Le P, le plat, le P, le P, le P c'est le péché. Et non pas en faire. C'est qu'il y a ce genre d'enregistrement, une fois que il y a un arrêt et un arrêt, et puis on ne peut pas reprendre. Donc je n'ai pas trouvé, je suis plus très loin, je suis plus très loin. Alors comment une chose qui est disponible quelque part dans un coin, mais on n'a pas la clé. On a perdu la clé ou on a perdu le coffre où cela est rangé. Donc on a une idée, même si on devait demander à être aidé, il faut quand même donner une idée claire. Et c'est ça. Alors l'entre-deux, c'est ça. Le P ou le C. Voilà. Le C devient le châtiment, ou le P devient le péché. Et donc... alors j'arrête là. Donc à vos confusions et soyez heureux. Euh, cela, cela est... C'est bien de le prendre ainsi. Je suis confus et alors je suis confus, et je me porte très bien et je m'en porte que bien, que mieux. Ça m'aide. Comme quelqu'un qui verrait quelque chose dans quelque chose de très simple, il voit des choses très compliquées. Il voit des motifs qui n'existent pas. Alors, si c'est un peintre, bah, évidemment, c'est tout bénef. Il va s'inspirer de cette chose complexe qu'il voit pour, voilà, pour transposer ça euh, en tableau et c'est très bien. Quelqu'un, ouais, il n'y a pas moyen de faire réagir ou de faire, tiens, je te défie, je te défie de venir te présenter. Allez, allez, viens. Ah non, je vais rester caché, dissimulé, tu m'attraperas pas. Voilà qu'on se met un peu à lutter contre soi-même pour essayer. Et, tiens, tu mets, si tu montres ta tête, je t'offre un petit. Non, ça, je marche pas à la tentation, moi. Qu'est-ce que tu vas m'offrir d'ailleurs? Une petite douceur? Non. Le, alors ça, soit je m'arrête, soit je continue. Donc, soit je continue, et en fait, pour rien presque, pour aucune raison. Je continue parce que j'espère. L'espoir nous fait faire des choses que l'on ne croit pas possibles. Oui, j'espère encore malgré l'évidence. Euh, le purgatoire. Ah, le purgatoire. Ah, merci. Je disais que ça commençait par un P, le purgatoire. Ah voilà, le purgatoire, là où on se purge. Si je fais un peu de jeu de mots, le purgatoire. Le purgatoire, là où peut-être on se purge, ou là où, je sais pas, où on fait la sélection, ou je sais pas. En tout cas, le purgatoire, le purgatoire. Donc j'ai plus de raison de continuer, j'ai trouvé. Donc mon ami, pour lui, ça sera le purgatoire.
pour quelques éternités. Après, évidemment, on verra. Une fois, quelque part, on va l'oublier, on va le laisser là. Comme ça, vivre et goûter à cet état, à cette, voilà, vivre dans cette dimension. Puis après, on pensera, on reviendra. Je dirais pas quand, mais on reviendra. Et c'est pas l'enfer, le purgatoire. C'est un état, oui, c'est pas extraordinaire. On n'est pas assuré de son sort définitif, mais quand même, il y a un peu d'espoir. Voilà, à lui de montrer qu'il a, qu'il a des choses qui plaident en sa faveur. Le purgatoire. Ouais, purgatoire. Et c'est là où normalement, quand on joue avec le terme d'éternité, l'éternité, évidemment, est un jour, l'éternité est une année, l'éternité est une seconde, l'éternité est une minute. Tiens, d'accord, on ne peut pas se satisfaire d'une seule éternité. Une éternité qui serait un peu unique. On veut plusieurs éternités. Les éternités qui durent quoi elles sont une éternité, brève éternité. Il y a des éternités très longues, il y a des éternités entre les deux, quelque part médianes. Il y a des éternités consistantes, des éternités dans lesquelles bon, il se passe rien. Ça dure, ça dure, ça dure. Alors on répète les mêmes gestes, on répète les mêmes enchaînements. On est là, puis voilà. On, euh, on se dit, pourvu que ça se termine, cette éternité, pourvu que ça s'achève. Éternité, il n'y a pas d'achèvement. Non, on a appris qu'on pouvait tricher, qu'on pouvait passer d'une éternité à une autre, mais à condition de savoir, de connaître, comment dire, d'avoir une idée, quoi, même de se faire aider. Ah, tiens, le préposé aux éternités, je vais le soudoyer, et puis bon, voilà. Et il me permettra d'accéder à une autre éternité. Alors à ce moment-là, l'éternité, ça devient un univers, c'est plus une éternité, mais c'est quoi l'univers? C'est ce qui est éternel aussi. Ce qui n'a pas de limite dans le temps ni dans l'espace, c'est la chose que l'on ne peut mesurer réellement, que l'on peut estimer à nous, quelque part, si on en a envie. Est-ce que l'univers se préoccupe ou accorde une quelconque importance à nos estimations, à l'âge qu'on lui donne? Est-ce que pour lui, ça a une signification, une pertinence? L'univers est âgé de 15 milliards d'années. Est-ce que cela a une importance? Qu'est-ce qui est important à ce moment-là? Ce qui est important, c'est peut-être d'entendre les échos d'un mot prononcé par une bouche. Voilà, comment le mot arrive jusqu'à l'oreille d'une personne et comment il est réceptionné par comment il passe dans le conduit auditif et comment finalement il chemine jusqu'à arriver au centre du déchiffrement et que, oui, voilà, ça y est. Ça apparaît immédiat, mais ce n'est pas immédiat. Ça prend un certain temps. Oui, d'entendre un peu. Voilà un mot qui fait effet. Effet visible. Voilà un mot qui fait un effet sans, qui n'affecte pas. Pas du tout même. Voici un regard. Non, là je reste dans le domaine des mots. Voici un mot qui semble provoquer une réaction. Voici un mot qui semble laisser de marbre. Voilà.
Donc simplement dans cet exercice, quelque part, de lancer de mots, de lancer de ballons, et puis voir comment ça rebondit. C'est juste un jeu puéril, un jeu sans but et totalement gratuit. On joue gratuitement avec les mots, sans une quelconque intention. On sait on arrivera nulle part. Il n'y a nulle part. Il n'y a nulle part pour aller se réfugier, pour aller dormir pour l'éternité, pour aller passer le restant de son, j'allais dire, de sa vie future. Il n'y a pas, il n'y a rien. Donc, ce qui compte, c'est le mot qu'on va dire à l'instant. Et puis, on va l'observer, on va le suivre. On va essayer de voir quelle durée de vie il aura. Oui, c'est un mot qui semble promis à un avenir. Oui, il arrivera dans les oreilles d'un certain nombre de gens, qu'il fera sûrement, comment dire, qui le prendront bien, qui l'adopteront, voilà, qui l'accueilleront en eux. Je le jalouse, je l'envie ce mot, parce que moi, bon, voilà, donc à force de pousser, on arrive à quelque chose, et puis même si on arrivait quelque part, ben, il faut interrompre. Tout le monde descend. Aïe, c'est le terminus. Mais ce n'est pas le terminus. Si, c'est le terminus. Je l'ai décidé. Ma parole vaut est loi. Ma parole fait loi. Voilà, j'ai décidé que c'était la fin. Allez, tout le monde rentre chez lui, chez soi, et tout le monde, voilà, tout le monde descend. On poursuit pas le voyage. Alors voilà, à bientôt dans dans un autre volet de cette exploration du thème de la confusion. Voilà, et j'espère différent de l'actuel, et donc voilà. Aux mots nouveaux, aux mots à venir, aux mots qui vont s'élaborer, qui vont naître ou qui vont rejaillir à la surface, qui vont prendre forme, qui vont, voilà, qu'on entendra, qu'on verra comme ça évoluer devant soi. Voilà.